On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. À 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. Parce que dans le climat actuel, avec ce 49.3 et ce déni de démocratie qui est aussi tombé cette semaine, on va continuer à pouvoir s'exprimer contre cette réforme des retraites, à continuer à s'organiser pour la battre en brèche, et aussi quel lien finalement avec les luttes qui sont menées actuellement, que ce soit la mobilisation sur les écoles, puisque je le rappelle, il y a plus de 170 fermetures de classes sur l'Académie de Paris qui sont prévues par le rectorat, par le gouvernement en ce moment, et donc on aura aussi les enseignants, les parents d'élèves qui viendront nous parler de ça. On a aussi, et on remercie un camarade éboueur qui viendra s'exprimer. Bah voilà, vous l'avez vu, les camarades qui sont éboueurs, ils sont en première ligne aussi en ce moment contre la réforme des retraites, donc on entendra aussi un petit peu parler de leur lutte et de comment est-ce qu'ils s'organisent pour permettre au mouvement de continuer. On aura aussi un camarade de la Kramif de Stalingrad juste à côté qui viendra aussi parler du combat qu'ils mènent en ce moment et depuis plusieurs mois. Voilà, bref, beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à vous dire, donc je vais pas parler beaucoup plus longtemps. Voilà, j'avais 4 minutes normalement, donc on va démarrer et je vais demander du coup à Léa Filoche, qui est coordinatrice nationale de Génération, qui est adjointe à la maire de Paris en charge des solidarités, de venir. Merci beaucoup Léa. Merci Elisabeth. Bonjour à toutes et à tous, ça va le 19e? Il fait pas chaud, mais vous êtes chaud. On est là pour quoi? On est là pour se faire entendre du gouvernement de Macron qu'on est contre la retraite à 64 ans? J'ai pas bien entendu. Il y a 3 choses que je voulais vous dire, j'ai noté plein de trucs, mais je vais essayer d'être concentré sur 3 éléments en premier. La première chose qui fait qu'aujourd'hui on est là en plein air pour faire entendre la voix de celles et ceux qui portent un projet politique du progrès social, de gauche, écologiste et qui a vocation à essayer de prendre le pouvoir, c'est de faire entendre qu'aujourd'hui on est dans une situation d'urgence sociale. D'urgence sociale pour celles et ceux qui, avant la crise sanitaire et depuis, ne voient pas le bout du tunnel. L'urgence sociale pour celles et ceux qui n'étaient pas en précarité avant la crise sanitaire et qui y sont tombés. Et l'urgence sociale pour celles et ceux qui ne sont pas en précarité et qui ne souhaitent pas que ni eux, ni leurs enfants en soient. Et c'est ça que le gouvernement n'a pas du tout compris dans le mouvement social qui nous réunit aujourd'hui. C'est que nous, la question des retraites, elle n'aborde pas que la question du 3e ou du 4e âge. Elle aborde la question du travail, elle aborde la question de l'emploi, elle aborde la question de la dignité, de la naissance, jusqu'à la mort. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'urgence sociale, on doit aujourd'hui construire un projet politique qui réponde aux attentes du mouvement social. La deuxième chose sur laquelle je voulais intervenir, c'était la question de l'urgence écologique. Parce que quand on parle aussi des retraites, on parle aussi écologie. Parce que celles et ceux qui aujourd'hui luttent au quotidien sont celles et ceux qui subissent les effets du désordre mondial, du fait que certains, notamment les plus riches, polluent sans aucun problème, et que les effets nocifs, elles sont aussi sur la santé, elles sont aussi sur le quotidien des plus précaires, de vous et de chacune et chacun. Et puis la troisième chose sur laquelle, pour moi, c'était important d'intervenir, c'était la question démocratique. Parce qu'on ne peut pas juste se dire que ce gouvernement ne nous entend pas, ou il a son projet, il le déroule. En fait, il a aujourd'hui un seul objectif, au-delà de la question sociale, de mettre fin à une partie du système solidaire dans lequel nous vivons toutes et tous et dont on est assez fiers. C'est aussi de remettre en cause le système démocratique des institutions. Alors il y aura plein de députés derrière moi pour le raconter beaucoup mieux, mais quand même, pour moi, ça me paraît complètement hallucinant qu'après un déni de débat démocratique au sein de l'Assemblée nationale, un déni de débat démocratique au sein du Sénat, aujourd'hui on en soit à utiliser le 49.3 et les violences policières pour faire taire le mouvement social. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est réunis. Alors il fait pas très chaud, mais nous on est chaud, le printemps sera chaud, et chacune et chacun doit pouvoir participer à toutes les initiatives publiques. Alors celle-ci en fait partie, il y en aura d'autres demain. La motion de censure fait partie des initiatives publiques qu'il va falloir soutenir. Les questions de recours au Conseil constitutionnel font partie des initiatives importantes qu'il y aura aussi. Et puis, je conclurai là-dessus, le mouvement social, il ne peut pas s'éteindre comme ça. Il aura des débouchés politiques. Il aura des débouchés politiques parce que tous les partis politiques qui font partie de la NUPES et même au-delà doivent pouvoir s'unir pour construire un projet politique pour les prochaines échéances électorales. Si on ne le fait pas, c'est pas nous qui le gagnerons, c'est peut-être même pas Macron et c'est peut-être plutôt l'extrême droite. Et cette course de vitesse, elle est très sensible et très urgente. Et je terminerai par le référendum d'initiative populaire
qui sera aussi un élément saillant de la suite de la mobilisation par les manifestations, par les meetings, par les initiatives locales, bloquer les gares, j'ai vu hier des équipes qui sont allées au hall. C'est très bonne idée, c'est exactement ça qu'il faut, c'est exactement là qu'ils ne nous attendent pas, et c'est ça qu'il faut qu'on continue. Alors on a chaud pour le printemps, chaud pour la retraite à 60 ans et chaud pour l'union. Merci beaucoup. Merci beaucoup Léa. Attendez 2 petites minutes, je reprends mes notes. Voilà, merci beaucoup Léa. Du coup, maintenant, j'appelle Arnaud Malaisé de la FSU Paris. Juste là. Bonjour à toutes et tous. Donc, tout d'abord, dans cette mobilisation contre la réforme des retraites, il s'agit de prendre conscience de notre force, de la lame de fond qu'on représente toutes et tous. Il faut bien réaliser que jamais, ces dernières années, un mouvement social n'a été aussi puissant et autant en capacité de gagner face à un pouvoir qui, lui, est affaibli, fébrile et totalement coupé de la population. La volonté plus que délibérée du gouvernement de couper court à tous les contre-pouvoirs existants, qu'ils soient syndicaux ou politiques, renforce la crise démocratique actuelle. Pour tenter d'imposer son projet, le pouvoir a utilisé tous les subterfuges constitutionnels jusqu'au 49.3 de jeudi. On est ainsi face à un déni démocratique où le pouvoir se drape dans une légalité procédurale. Rappelons que cette légalité résulte d'un second tour face à l'extrême droite. Et surtout, cette légalité ne peut remplacer aucunement la légitimité morale et sociale portée par notre puissant mouvement. Depuis 2 mois, la légitimité, c'est nous. À ce déni démocratique s'ajoute un déni social, le fond de ce projet. Depuis le dévoilement de ces détails, on constate un tourbillon impressionnant d'approximations, d'instrumentalisation et autres tromperies. En particulier le leurre de la pension minimale à 1 200 € ou encore les inégalités femmes-hommes qui seront bien renforcées par ce projet et non pas réduites. Et surtout, parce que c'est la poutre maîtresse de l'argumentation mensongère du pouvoir, cette affaire de déficit du système de retraite qui est au final totalement potentiel et dépend de choix économiques, pas pour de suite mais prévu dans plusieurs années, assez faible et pas du tout alarmant pour le corps. C'est par ailleurs assez simple de dégager complètement différemment des financements supplémentaires, non pas pour combler un très hypothétique, minuscule déficit à venir, mais bien pour prendre à bras-le-corps les inégalités sociales et les inégalités actuelles du système de retraite. Elles sont nombreuses, notamment pour les femmes, les carrières hachées, les années passées au chômage ou à étudier. C'est particulièrement le cas des enseignantes et enseignants des écoles, métiers féminisés à plus de 85%, où, après les années d'études, on débute dans le salariat de plus en plus tardivement. L'impossibilité d'attendre 43 annuités de cotisation entraîne donc, en plus, une forte décote sur les pensions. Il s'agit vraiment de changer les modalités de calcul de la retraite pour permettre à toutes et tous de partir à 60 ans avec une pension décente. Et pour accroître de façon conséquente les ressources financières disponibles, il suffirait par exemple d'augmenter les salaires, bien sûr, mais aussi d'augmenter le taux d'emploi des femmes ou encore les cotisations, notamment patronales. Le financement des retraites est bien une affaire de répartition des richesses, une question de justice sociale. C'est la question au cœur de ce mouvement qui est puissant, très puissant. Mais toute une autre kyrielle d'adjectifs peuvent le qualifier. Il est historique et inédit, bien sûr, de par la hauteur du nombre de manifestantes et manifestants et de par son soutien dans l'opinion. Encore 65% de sondés récemment, après le 49.3, qui sont pour une poursuite de ce mouvement. Il est large, en rassemblant des éboueurs au cadre, en passant bien évidemment par les cheminots, les profs, les AESH, les salariés du privé et la jeunesse. Il est féministe, avec notamment le 8 mars, une jonction du syndicalisme et des mouvements féministes face à cette réforme empreinte de domination patriarcale. Il est profondément ancré territorialement, notamment dans les petites villes. Dynamisé par une multitude d'actions locales interpro, qui croissent de jour en jour, allant des tractages au blocage, en passant par des manifestations et des rassemblements spontanés. Enfin, une caractéristique importante de ce mouvement se trouve du côté de l'intersyndicale nationale. 8 organisations de salariés et 5 organisations de jeunesse sont ainsi unies, sans équivoque aucune, sur le même objectif de retrait de la réforme, chacune avec ses différences, mais tout le monde parlant bien d'une seule même voix, et imprimant un tempo exigeant de mobilisation depuis janvier. On retrouve bien évidemment cette unité dans le primaire à Paris, où l'intersyndicale du premier degré est soudée à l'image de l'intersyndicale nationale, et où elle mobilise sur les retraites
mais également contre les fermetures de classes suite aux 155 suppressions de postes prévues à la rentrée prochaine. Des reconductions de la grève, à côté de journées nationales, ont lieu dans les écoles parisiennes, notamment le jeudi qui a suivi la journée du 7 mars et jeudi dernier. Dans le 19e, une assemblée générale fournie a décidé vendredi de reconduire la grève demain lundi. Le 19e sera-t-il un arrondissement précurseur avant un emballement dans toutes les écoles parisiennes et ailleurs à partir de jeudi prochain? On l'espère vivement et on met tout en œuvre pour cela. L'enjeu de la grève de jeudi, c'est bien qu'elle soit à minima aussi forte que le 7 mars et qu'on réussisse vraiment cette fois à mettre le pays à l'arrêt pour permettre une montée en puissance. L'enjeu est bien de gagner le retrait du projet de loi. Parce que non, on ne veut pas, on ne peut pas travailler 2 ans de plus. De toute façon, quelle que soit l'issue immédiate de ce mouvement, parce que c'est un mouvement où se joue bien plus que la seule question des retraites, la lame de fond qu'on représente a d'ores et déjà bousculé le libéralisme. Cette lame de fond renforce et relégitime le syndicalisme, tout comme elle remet au premier plan la prééminence de la question sociale. Ce qui, au passage, et c'est pas négligeable, loin de là, permet de réduire au silence une extrême droite en embuscade, mais rendue aphone par cette colère sociale. Bref, cette lame de fond redonne confiance en la possibilité d'un autre monde. Continuons à la renforcer, et notamment jeudi 23. Merci beaucoup Arnaud. Du coup, j'appelle Marie-Odile Guélier, qui est parente d'élèves à l'école Tandou. On peut applaudir. Oui, bonjour à tous. Donc, comme le disait Elisabeth, je suis représentante parent d'élèves à l'école Neuve Tandou, donc c'est juste à côté, là à Lomière. Et en cette qualité, nous nous mobilisons contre les suppressions de classes massives à Paris. Hier, nous étions à une manifestation organisée par la FCPE, donc la Fédération des parents d'élèves. Une manifestation qui rassemblait donc les arrondissements de l'Est parisien, 10e, 18e, 19e, 20e. Nous avons convergé depuis les mairies jusqu'à Belleville et nous étions plus de 1000 parents, élus, enseignants, pour protester contre ces suppressions massives de classes, puisqu'il s'agit vraiment d'un plan social de l'éducation nationale, puisque en France on va supprimer environ 1200 postes, donc c'est énorme. À Paris, c'est 369 postes, sans parler des médecins, des infirmiers, des psychologues, des documentalistes, et bien sûr de ce vivier de remplaçants titulaires qui, pour le coup, n'existe plus. Donc nous subissons aussi des remplaçants non formés, qui ne sont pas du tout adaptés à nos écoles. Donc ça concerne une école sur 3. C'est énorme, et il y a aussi 7 lycées, dont 2 lycées dans le 19e. C'est une véritable saignée, et nous, en tant que parents, on considère que c'est une vraie atteinte vitale à l'école publique. Une saignée, comme vous voyez, mon super logo. Notre symbole, c'est le cœur, puisque nous avons le cœur brisé par l'éducation nationale pour nos enfants. En tant que parents, nous ne pouvons pas accepter cet argument de la baisse démographique qui, pour nous, est en réalité une chance d'avoir un encadrement scolaire bien plus important, bien plus qualitatif. Et c'est d'ailleurs l'argument qui avait été avancé en 2017 quand on a dédoublonné les classes de CP et de CE1 pour faire dans les zones d'éducation prioritaire des classes à 12 élèves, ce que nous avons par exemple dans mon école, et c'est vraiment une réussite. Nous, en tant que parents, on a choisi cette école notamment pour ça, parce qu'il y avait des petits effectifs et qu'on s'est dit que c'était meilleur pour nos enfants, et de fait on l'a vécu. Et cet argument du coup donc de la baisse des effectifs pour les petites classes, nous ne comprenons pas qu'elle ne puisse pas s'appliquer pour les classes supérieures. Pourquoi ce qui est bon pour les CP-CE1 ne le serait pas pour des CE2 à CM2 et au collège? Justement, on sait que la baisse des effectifs et la mixité sont les 2 leviers principaux pour la réussite scolaire de nos enfants. Et donc nous exigeons de maintenir, d'avoir des classes à 20 élèves maximum. On sait qu'en France, nous sommes les derniers dans les classements
de l'OCDE. Nous avons, voilà, nous sommes les derniers aussi. Nous avons le plus d'élèves par classe en Europe. Donc voilà, cette baisse d'effectifs, c'est une chance. Il faut la prendre pour en faire quelque chose d'inclusif, de qualitatif. Et donc, en tant que parents, nous exigeons ce service national d'éducation de qualité et inclusif. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maria-Odile. Du coup, attendez, je reprends le carnet. Et du coup, c'est à Olivier Besancenot, porte-parole national du NPA. Chers amis, chers camarades, bonjour à tous et à toutes. Le sens de ma présence avec d'autres camarades du NPA, mais comme vous tous et vous toutes ici, j'imagine, c'est d'affirmer la volonté de continuer ensemble. On a commencé ensemble, il faut qu'on termine ensemble. Et terminer ensemble, ça va terminer ensemble sur une victoire, c'est-à-dire le retrait. Le retrait de ce qui n'est pas une réforme, mais une contre-réforme, et on insiste là-dessus. On a déjà gagné beaucoup de choses, on a gagné la bataille de l'opinion, on a réussi à faire la démonstration de tous leurs mensonges à tous les étages, à répétition, des vrais enjeux qui se nichaient derrière, qui ne sont pas des enjeux comptables. C'est le fait de nous faire renoncer à un droit à la retraite pour les vivants et les vivantes. C'est le fait de permettre à quelques grandes compagnies d'assurance capitalistes de mettre la main, le magot, sur ce qui n'a jamais été un déficit abyssal et qui ne le sera jamais. C'est-à-dire la protection sociale, la sécurité sociale, mais qui a un immense magot, une immense fortune qui dort sous les yeux des capitalistes, et ça fait des années sous les différents gouvernements successifs, de droite comme de gauche, que les capitalistes veulent mettre le grappin dessus. On a gagné cette fois-ci ensemble la bataille de la légitimité. On a rendu leur contre-réforme illégitime, parce que c'est ça qui s'est passé. Dans leurs hésitations, dans leurs doutes, c'est la pression, la mobilisation. Maintenant, il faut qu'on ait la peau de cette contre-réforme. Ça veut dire rien lâcher, tenir jusqu'au bout. Jeudi prochain, il y a une journée de grève interprofessionnelle, de nouveau, qui est appelée. Il y a les secteurs qui reconduisent la grève, comme ça a été expliqué. Et je crois, pour pas faire long, qu'il y a un certain nombre d'engagements qui font qu'on prenne tous et toutes ensemble. D'abord, amis et camarades, la répression. La répression qui nous concerne tous et toutes potentiellement. Que personne ne joue le malin ou la maline sur le thème « Moi, ça m'arrivera jamais ». Quand on voit le dispositif qui est mis en place, et plutôt que d'être sollicité à l'individuel, par courant politique, par parti politique, autant assumer une bonne fois pour toutes que collectivement, on va dire au pouvoir en place, dès que vous toucherez à un seul cheveu d'un militant, d'une militante, d'une manifestante, d'une manifestante, on sera soudés pour réclamer la fin de la répression et la libération de tous nos camarades qui en ce moment même sont en garde à vue. La deuxième chose, c'est évidemment de pousser cette mobilisation pour établir un rapport de force qui soit supérieur à celui du pouvoir actuel. Et c'est possible. C'est possible parce que depuis quelques jours, en effet, il y a des problèmes en haut de la société, au pouvoir, dans le pouvoir. Les problèmes sont chez eux. Chez nous, potentiellement, on a repris de la confiance. Et on sait qu'on est confronté essentiellement à ce problème-là, à un problème de confiance. C'est-à-dire de rendre acteurs et actrices tous ceux et toutes celles qui nous regardent encore, en disant c'est bien ce que vous faites, continuez à le faire pour nous. C'est pas pour nous, il faut le faire ensemble. Et ça, c'est des démonstrations concrètes, pas des mots comme je suis en train de faire. Mais ce qu'on peut faire ensemble, partout où on est, de manière unitaire, qui pourra contribuer à ça. Et je termine enfin en disant, c'est aussi une opportunité historique majeure pour toute la gauche, sociale, politique, quelle que soit son orientation. C'est la possibilité de reprendre la main sur le cours de l'histoire. Ça fait trop longtemps qu'on imagine chacun dans son coin l'hypothèse que le Rassemblement national pourrait arriver au pouvoir. On a la possibilité de les faire reculer. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1995. Il y a eu une grève générale victorieuse. Dans les quartiers les plus populaires, là où ça votait FN, on les a fait reculer. Mais ça implique d'être soudés, unitaires, et d'avoir les discussions, y compris sur les perspectives, même quand on n'est pas d'accord. Nous, au NPA, par exemple, on insiste pour dire qu'en effet, on n'est pas pour le statu quo. On est pour le retour à la retraite à 60 ans, avant pour les métiers les plus pénibles. Et amis camarades, j'insiste là-dessus, le retour aux 37 annuités et demi pour tous, qu'on soit dans le public ou dans le privé. Parce qu'à 40, 41, 42 annuités, c'est pas le droit à la retraite pour 60 ans, quand en moyenne on arrive sur le marché de l'emploi à 24 ou 25 ans. Et les moyens existent. Le problème, c'est pas d'équilibrer le budget, c'est de le rééquilibrer le budget. Entre le capital et le travail, ça veut dire répartir les richesses. Et si les capitalistes ont été capables de le faire, avec la complicité de tous les gouvernements successifs,
de droite comme de gauche pendant 30 ans, ça veut dire que nous, on devrait être capable de le faire, en effet, dans l'autre sens, c'est-à-dire récupérer ce qu'ils nous ont volé. Merci à vous tous et vous. Merci beaucoup Olivier pour cette intervention pleine de panache. Du coup, je vais appeler à l'estrade de députés du 19e, Sarah Legrain, Daniel Obono, voilà, de la France Insoumise, les députés de notre arrondissement. C'est à vous. Bonjour à tous et toutes. Merci d'être là. Merci et bravo. Bravo pour votre mobilisation en tant que militants et militantes, syndicalistes et surtout citoyens et citoyennes. Parce que si on est aujourd'hui à un moment clé de la mobilisation, si aujourd'hui Macron n'a jamais été aussi affaibli, c'est important de se le dire. En face, c'est la division. En face, ils ne savent plus par quel bout sortir. En face, ils sont au pied du mur. Et si la situation est telle, c'est parce que nous avons été des millions dans la rue, parce que les salariés se sont mis en grève, parce qu'il y a eu des blocages dans ce pays. Et ça, c'est une première victoire de notre camp. Ça fait longtemps et ça fait du bien. Ça fait du bien de se rappeler que nous sommes la majorité, que la souveraineté populaire, elle veut dire quelque chose. Elle veut dire quelque chose dans la rue, mais en tant que parlementaire, et on parle aujourd'hui en tant que parlementaire, ça signifie aussi quelque chose dans les institutions. Parce que si nous avons été capables, avec nos collègues de la NUPES, d'empêcher que cette loi soit votée en première lecture, si nous avons été capables de créer une situation telle qu'il n'était même pas certain d'avoir une majorité, et ça aussi c'est une victoire, parce que c'est le rapport de force dans la rue, et c'est le travail qu'on a fait à l'Assemblée, parce que vous étiez là, parce que vous étiez dans la rue, qu'ils ont été obligés de reconnaître qu'ils étaient minoritaires dans l'Assemblée. Ça aussi c'est une victoire. Alors maintenant, effectivement, comme ça a été dit, on est à un moment clé. Et je pense qu'il y a trois choses qu'il faut se rappeler, qu'il faut se dire. La première, c'est que nous sommes le nombre, nous sommes la force, nous sommes légitimes. Nous nous battons au nom de l'intérêt général, pour chacun et chacune et surtout pour tous et toutes. Et c'est notre nombre qui fait notre force. Voilà pourquoi c'est important d'être là aujourd'hui. Mais voilà aussi pourquoi c'est extrêmement important d'être aux côtés des salariés qui sont en lutte aujourd'hui. Parce que c'est eux qui vont faire la différence. Alors plus que jamais, celles et ceux qui sont en lutte et en grève depuis des jours, et vous le savez, nous le savons, à quel point la grève c'est dur, à quel point la grève coûte, surtout à ceux et celles qui ont les plus bas salaires, qui ont les travaux les plus difficiles, qui ne sont jamais rémunérés à la hauteur du service de l'intérêt général qu'ils font. Et à ce moment, je voudrais, et je crois qu'on le ressent tous, porter nos salutations et nos remerciements aux éboueurs, aux travailleurs invisibles, à celles et ceux qui font tenir le pays et qui ont refusé qu'on les mette à genoux et qui sont aujourd'hui debout et s'ils sont notre fierté. Alors je nous appelle à donner aux caisses de grève. Il y en a énormément qui ont été constituées parce que, on le sait, l'argent c'est le nerf de la guerre. Et pour qu'ils tiennent, il faut notre soutien, pas juste en mots, mais aussi en actes. Vous connaissez les différentes caisses de grève syndicales. Nous en avons une aussi à la France Insoumise. Et plus que jamais, il faut les aider et il faut tenir. La deuxième chose, c'est effectivement notre unité. Et notre unité, ça ne veut pas dire homogénéité. On l'a vécu, nous, à l'Assemblée depuis des mois, avec la NUPES. Nous savons être unis et c'est notre unité qui fait peur en face. Non seulement aux macronistes, mais aussi à l'extrême droite. C'est une unité qui se fait aussi dans la diversité, avec des approches, avec des sensibilités, avec des tactiques parfois différentes, mais qui convergent toujours ensemble pour s'opposer à la Macronie et pour s'opposer à l'extrême droite. Et c'est cette unité qui a permis, par exemple, qu'il y ait cette motion de censure transpartisane, qui n'est pas portée par nous directement, mais qui n'existe que parce que nous avons été convergents. Et cet outil de la motion transpartisane, c'est ça, y compris, qui met la division en face d'eux. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin, il y avait la chef des macronistes à l'Assemblée qui s'est mis à taper sur les LR. Les mêmes gens, ça fait des semaines et des semaines qui se
qui font tout pour avoir leur vote, et maintenant ils sont en train de s'empailler entre eux. Et ça aussi, c'est un signe de leur faiblesse. Et ça aussi, c'est parce que nous, en face, on a été unis, et on a été unis, on va l'être jusqu'au bout. Cette unité, bien sûr, c'est aussi l'unité de l'intersyndicale. Et là aussi, ce n'était pas acquis d'avance, et c'est une force pour nous. Et la dernière chose, c'est aussi la clarté dans les mobilisations et dans les mots d'ordre. Effectivement, à la NUPES, nous défendons la retraite à 60 ans. Parce que, comme on le dit dans le slogan, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la regagner. Et je crois que vu la nature et vu la hauteur et les exigences de notre peuple, on ne peut pas être en dessous de ça. On ne peut pas se contenter ni d'accepter leur effort, ni du statu quo actuel. Et donc effectivement, ce mot d'ordre, c'est sur ce mot d'ordre qu'à la NUPES, nous avons été élus, et c'est ce mot d'ordre que nous portons haut et fort et que nous défendons aujourd'hui. Alors camarades, pour finir, en laissant la parole à Sarah, moi j'ai confiance, comme j'ai jamais eu autant confiance depuis des années et des années. Parce que je crois en la force de ce mouvement, je crois en la clarté de nos idées, je crois en la nécessité de notre unité, et je crois effectivement qu'on peut gagner cette bataille si on va au bout et si on lâche rien. Merci à tous, rendez-vous dans la lutte. Merci Daniel. Merci Daniel. Oui, je crois qu'on peut s'applaudir et on peut avoir le sentiment aujourd'hui qu'on participe d'un moment historique. D'un moment historique pour notre pays. Et c'est pas des mots creux. Les moments historiques, c'est les moments qui font que la vie des gens qui est en jeu, eh bien, elle se voit améliorer. Et que là, la vie des gens, c'est une question de survie qui nous est posée aujourd'hui dans cette séquence historique que nous vivons. Une question de survie avec cette histoire de la retraite à 64 ans pour laquelle nous disons c'est non, c'est toujours non, ça continue à être non, ça fait des mois que c'est non et ça restera non. Et cette retraite à 64 ans, on sait ce qu'elle veut dire pour les gens. On sait qu'elle veut dire que que de plus en plus, si la retraite est portée à 64 ans, nous aurons de plus en plus de personnes qui seront mortes avant de prendre leur retraite. C'est une question de vie et de mort qui nous est posée aujourd'hui par cette retraite à 64 ans, par ce gouvernement. C'est aussi évidemment une question démocratique d'un gouvernement qui pense qu'un seul aujourd'hui en France peut gouverner contre absolument tous. Alors moi je voulais commencer par saluer ce 19e arrondissement, parce que je crois que le 19e arrondissement, il prend toute sa part, il a toute cette place dans ce moment historique que nous vivons. J'aimerais saluer l'ensemble des travailleurs du 19e arrondissement qui sont actuellement en grève et en lutte. On a eu tout à l'heure une intervention des écoles. J'aimerais saluer, parce qu'en plus ce sont mes collègues, ces enseignants et enseignantes du 19e arrondissement qui se battent à la fois pour défendre nos services publics, à la fois pour défendre leurs écoles et aussi pour défendre leurs droits au repos, leurs droits à la retraite et l'avenir de la jeunesse dans ce pays et qui parfois sont réprimés. J'aimerais qu'on les salue. J'aimerais aussi qu'on s'engage à les soutenir. Ils sont là avec leur caisse de grève. Soutenez-les parce que vous savez que tous ces salariés, ces travailleurs en lutte, Daniel l'a dit, pour tenir, eh bien, ils n'ont pas besoin que de mots, ils n'ont pas besoin que d'applaudissements. Ils ont besoin d'être soutenus très matériellement et je sais que le 19e prend sa part à tout ça. Il y a les travailleurs en lutte, il y a les différentes forces du 19e arrondissement qui sont réunies dans un collectif unitaire que je voudrais saluer aussi parce qu'on n'a pas attendu aujourd'hui pour se retrouver ensemble dans des combats communs. Ce collectif unitaire, il vit depuis longtemps maintenant et ils se retrouvent toujours plus nombreux à chaque mobilisation pour faire des départs collectifs du 19e arrondissement, pour aller sur les marchés parler aux gens de la retraite, pour leur proposer de soutenir les grévistes, pour leur proposer aussi de se mettre même en grève. Et je veux saluer tous les militants, toutes les militantes qui depuis des semaines maintenant, surtout le terrain du 19e arrondissement, sont là aux côtés des gens pour leur dire on est avec vous dans cette bataille. Et je trouvais ça décisif de le dire aussi ici. Et puis le 19e arrondissement, c'est un arrondissement qui a 100% de députés qui vont voter la motion de censure transpartisane demain. Je pense que c'est à l'image. Et c'est sur ça que je veux terminer. D'où vient cette motion de censure transpartisane? Pourquoi est-ce qu'on en est là? On en est là parce qu'on les a poussés à bout. Soyez-en bien conscients. Ce 49.3 brandi jeudi dernier, évidemment c'est un acte ignoble, d'autoritarisme insupportable. Évidemment que ça nous a tous mis la rage. Mais c'est aussi
un immense signal de faiblesse de la part de ce gouvernement qu'on a entendu pendant des jours et des jours avant dire « Nous n'utiliserons pas le 49.3, nous ne passerons pas par ce biais-là, nous allons convaincre, nous allons faire de la pédagogie. » Et de semaine en semaine, de mensonge en mensonge, ils ont uni tout le peuple contre eux. Alors soyez-en bien sûrs, s'il y a la motion de censure transpartisane demain, et s'il y a eu le 49.3 jeudi, c'est bel et bien parce qu'il y a eu une unité massive contre Macron et sa réforme. On en a parlé, il y a l'unité politique, il y a eu l'unité parlementaire qui fait que ce texte n'a aucune légitimité parlementaire, il n'a pas été voté à l'Assemblée et au Sénat il y a eu un vote bloqué, notre collègue sénateur pourra vous en parler, là aussi les débats ils ont été empêchés. Il n'y a aucune légitimité parlementaire, il n'y a aucune légitimité politique car nous faisons l'unité politique même au-delà des forces de la NUPES et on peut le voir aujourd'hui avec la participation de notre cher Olivier, nous faisons l'unité politique, au-delà il y a l'unité intersyndicale dont nous ne cessons de parler, qui ne s'est jamais produit de cette façon-là, en tout cas pas depuis 50 ans, une telle unité intersyndicale dans le pays. Mais moi, ce dont j'aimerais vous convaincre, c'est que là, au-delà, vous avez cette unité populaire qui est en train de se construire dans le pays. Vous avez 9 actifs sur 10 qui disent on ne veut pas de cette réforme. Et vous avez des Français qui disent très massivement le 49.3 n'aura que pour seul effet de nous faire poursuivre la mobilisation. Et c'est là-dessus que je veux conclure. Ce 49.3 n'aurait pas eu lieu sans la mobilisation populaire, n'aurait pas eu lieu sans les millions de personnes dans la rue, n'aurait pas eu lieu sans les grévistes qui ont su bloquer des endroits stratégiques, sans tous les types de blocages que nous avons pu voir ces derniers temps. Et ce 49.3, c'est déjà leur défaite. C'est déjà leur défaite à eux. Et notre victoire, elle est là, elle est tout près, elle est à portée de main la semaine prochaine, et pas tant par une motion de censure transpartisane demain, que par notre capacité à montrer que le peuple est plus déterminé que jamais à obtenir le retrait de cette réforme. Et j'en suis convaincu, ils ont déjà la défaite, et notre victoire, elle est là pour demain. Merci beaucoup, Sarah et Daniel, pour cette intervention conjointe. Du coup, on va gagner. Je suis Luc, je suis syndicaliste, non pas à la CRAMIF, même si je travaille dans les locaux de la CRAMIF, mais à la Caisse nationale d'assurance maladie. Mais vendredi, quand on a réuni une partie des collègues, il n'y avait aucune surprise sur l'utilisation du 49.3. Vous m'entendez? Ouais. Bon, il n'y avait aucune surprise sur l'utilisation du 49.3. Il n'y avait même pas de colère, mais il y avait de la détermination renforcée. Il y a la conviction. La conviction, c'est que ce gouvernement est de plus en plus isolé. C'est que même son propre camp est en train de le lâcher. Donc quand on a réuni quelques collègues vendredi, c'est un peu les noyaux durs de ceux qui sont mobilisés depuis le 19 janvier. La question centrale qui a été posée, et c'est celle qu'on va continuer à débattre dès demain, c'est que pas un seul jour ne doit manquer à la mobilisation et à la grève pour faire reculer ce gouvernement par rapport à cette réforme. Et c'est vraiment cette question-là qui est centrale pour nous, c'est que on n'attend pas le 23, dès demain, on essaie d'y aller. À la Sécu, c'est compliqué d'aller jusqu'au blocage. Historiquement, ça a toujours été compliqué. Mais on n'a pas le choix. Il faut trouver et discuter avec les collègues comment on y arrive pour arriver au blocage à la Sécu. Cette réforme, si Macron dit qu'il y a un problème avec le régime par répartition aujourd'hui, il est dû essentiellement à sa réforme, à sa contre-réforme. Parce que sa contre-réforme est une étape de plus dans le démantèlement de la sécurité sociale. Sa contre-réforme, donc, il y a aussi, si aujourd'hui il y a un problème financier pour l'assurance vieillesse, il n'est dû qu'à une seule chose, c'est à toutes les exonérations de cotisations sociales patronales qui ont été accordées depuis X années, et rien que pour 2021, camarades, ça représente 65 milliards d'euros. Donc il n'y a aucun problème financier pour aujourd'hui financer l'assurance maladie et l'assurance vieillesse. 2 minutes déjà. Camarades, aujourd'hui, s'il y a un problème au niveau du régime par répartition, il est dû au fait que mes collègues de la Caisse nationale vieillesse à côté et des CARSAT, donc qui gèrent
les prestations vieillesse, ne sont plus en mesure de garantir le versement en temps et en heure des pensions pour une raison toute simple. C'est qu'il n'y a plus suffisamment de monde pour pouvoir le faire. Sur les 5 dernières années, dans l'assurance maladie et l'assurance vieillesse, ce gouvernement, celui qui prétend pouvoir sauver le régime par répartition, a supprimé plus de 11 000 postes. Et aujourd'hui, quand on est nouveau retraité, en Ile-de-France, il n'est pas rare qu'on attende 4 à 6 mois avant de toucher sa première pension. Et la situation la plus dramatique, c'est la Guyane, où il n'est pas rare d'attendre 2 ans avant de toucher sa première pension de retraite. Il est là le problème. Et nous, on le sait à la Sécu, et c'est pour ça qu'on continue à discuter entre nous. Et ce qu'on dit encore une fois, c'est que pas un seul jour ne doit manquer à la mobilisation et à la grève pour faire reculer ce gouvernement. Merci. Merci beaucoup, Luc. Merci. Et du coup, maintenant, Alice Timsit, conseillère de Paris, élue du 19e arrondissement pour ELV. Merci Elisabeth. Bonjour à toutes et à tous. Je suis élue du 19e. Je préside le conseil de quartier Bassin de la Villette, donc ici même. Et je suis absolument ravie que ce meeting, cette mobilisation, elle ait lieu dans le 19e, parce que ce territoire, en réalité, il est assez représentatif des personnes qui sont les premières victimes et les premières touchées par cette réforme brutale et injuste. Les femmes, au premier rang, mais les travailleurs et les travailleuses précaires, les travailleurs modestes. Et je suis ravie que nous puissions nous réunir autour de cette lutte commune, syndicats et toutes les formations politiques de la NUPES et au-delà. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce projet de société? Qu'est-ce qui se cache derrière cette réforme? C'est pas finalement de changer de travail, c'est pas non plus de faire plus de justice sociale, c'est de faire davantage de casse sociale, de faire des économies sur le dos des travailleurs et des travailleuses. Et la majorité macroniste qui nous explique devoir financer notre système de retraite aurait normalement accepté les propositions que nos députés et nos sénateurs ont formulées pour financer le système des retraites qui en réalité n'en a pas besoin. Au premier rang desquels taxer les dividendes, taxer les super profits, et bien faire également l'égalité salariale, rendre obligatoire l'égalité salariale, et chacune de ces propositions qui ont été faites par nos députés, par nos sénateurs au sein de la NUPES et au-delà, ont été rejetées. Donc ce n'est pas une question de financement, ce n'est pas une question de financement. Ce qui se cache derrière cette réforme, c'est une idéologie, celle d'une croissance toujours plus infinie. On travaille plus pour produire plus, pour consommer plus. Et les premières victimes, eh bien, ce sont les travailleuses et les travailleurs parmi les plus précaires. Et moi, j'aimerais dire un mot en réalité de la nécessité de ralentir. Parce que là, l'injonction qui nous est faite, c'est de produire plus, consommer plus, travailler plus. C'est tout l'inverse dont nous avons besoin. Nous avons besoin de ralentir, nous avons besoin de travailler moins, de se répartir le travail. La réalité, c'est que nous avons besoin de se répartir le travail pour que chacune et chacun puisse travailler dans les meilleures conditions possibles. Et ça, on a besoin donc d'un travail pour toutes et tous, dans des meilleures conditions, qu'on puisse profiter de notre temps libre, de nos proches, et ce tout au long de notre vie. Et on a besoin d'enrayer finalement cette machine infernale, cette machine folle qui broie les corps, qui assèche les esprits et qui saccage la planète. Parce que c'est ça dont il s'agit, et cette réforme, personne n'en veut. Personne n'en veut, et moi j'aimerais parler des jeunes aussi, parce qu'ils sont extrêmement mobilisés. Et j'aimerais les saluer, puisque aujourd'hui, et moi ça me touche beaucoup, ça m'émeut beaucoup, il y a une grande solidarité intergénérationnelle. C'est ce qu'on peut observer aussi au sein de cette mobilisation, une grande solidarité intergénérationnelle. Et pourtant les jeunes, eh bien, ils font face à l'éco-anxiété. Ils assistent également au délitement de tous les services publics, et puis tous les dispositifs de solidarité dont leurs parents, leurs grands-parents ont bénéficié, eh bien, eux, ils voient ces dispositifs se déliter sur leurs yeux, et pourtant ils sont là, ils sont mobilisés. Donc j'aimerais ici qu'on les applaudisse. Personne n'en veut de cette réforme, je l'ai dit, les jeunes, mais pas que les jeunes, il y a 90% des actifs qui n'en veulent pas, 70% de la population qui n'en veut pas, tous les syndicats n'en veulent pas, et puis il y a des millions de personnes qui sont dans la rue aujourd'hui. Alors, l'ultime affront que nous a fait le gouvernement récemment, c'est de dégainer cette arme létale, une arme fatale qu'est le 49.3, qui a pour seul et unique but, eh bien, de faire taire et d'étouffer la démocratie.
eh bien, sachez que nous répondrons présentes et présentes dans la rue dans les jours à venir pour s'opposer à cette réforme indigne, injuste, brutale et qui méprise la représentation nationale. Moi, j'aimerais quand même souligner une petite chose, c'est quand même absolument hallucinant qu'on soit le seul pays au sein de l'Union européenne, exception faite peut-être de la Hongrie et de la Pologne, mais le seul pays au sein de l'Union européenne où un gouvernement peut passer en force de cette façon-là, où un gouvernement, eh bien, finalement piétine la démocratie en faisant usage d'un tel outil. Ça, c'est du jamais vu. Nos voisins européens, d'ailleurs, se disent mais qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Enfin, comment se fait-il qu'on puisse avoir un tel outil? Et c'est bien de se le dire aussi. C'est bien de se le dire que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je crois très sincèrement qu'on assiste là aujourd'hui à la fin d'un cycle, démocratique. Et peut-être que le 16 mars 2023, finalement, signe l'arrêt de mort de la Ve République. Je crois très sincèrement que le 16 mars 2023 a signé et signera l'arrêt de mort de la Ve République. C'est une république qui se meurt, on a un point de bascule, je l'ai dit, un point de bascule mais également un point de non-retour. Un point de non-retour parce que en fait les Françaises et les Français n'acceptent plus de se faire marcher dessus. Et pardonnez-moi l'expression, mais je pense qu'ils n'acceptent plus non plus de se faire cracher dessus. Et là, c'est fini désormais. Je pense que nous serons en capacité, grâce à la force immense que vous êtes et que nous sommes, eh bien, de renverser l'ordre des choses. C'est ce que je nous souhaite. J'entendais lors des dernières matinales cette semaine le gouvernement vomir ces éléments de langage en nous disant eh bien... peut-être que le gouvernement n'a pas fait preuve de suffisamment de pédagogie, mais pardonnez-moi, mais c'est pas de pédagogie dont nous avons besoin, c'est de respect. Les Françaises et les Français ont besoin de respect, le Parlement a besoin de respect, et nous avons besoin de respect et de repos. Repos à 60 ans, qui plus est. Voilà, je vais terminer là-dessus. On a besoin de sortir de cette crise démocratique et par le haut. Donc je nous invite à continuer la lutte, à continuer à se mobiliser. On a besoin de chacune et chacun d'entre vous. Voilà, donc soutien aux travailleurs et aux travailleuses, soutien aux éboueurs, soutien aux manifestantes et jusqu'au retrait. Merci beaucoup Alice. Du coup c'est à David Assouline, sénateur PS de Paris. On applaudit, on a dit dès qu'il y a quelqu'un qui vient, on applaudit. Chers camarades, chers amis, ça a été dit à plusieurs reprises, oui, on vit un moment historique probablement. Il y a une déclaration d'Emmanuel Macron, je trouve peu commentée, qui vient mettre à bas tout ce que l'on nous a vendu pour vendre cette réforme. Il a dit, il y a un problème majeur, l'intérêt supérieur du pays, les marchés financiers nous dictent, les banques nous dictent que si on ne fait pas cette réforme, eh bien, les taux d'intérêt vont augmenter et nous allons amplifier la dette. Ils ont essayé de nous expliquer bien d'autres choses jusqu'à présent, que c'était vital pour maintenir la retraite par répartition, eux qui ne rêvent que d'une retraite par capitalisation. Ils nous ont expliqué que les femmes allaient être les grandes gagnantes. Ils nous ont expliqué qu'il y aurait un minimum retraite de 1 200 € pour près de 2 millions de salariés. Toutes ces choses qui ont été battues par l'argumentation, par les faits de nos parlementaires, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Et là, il avoue, c'est les banques, et c'est pour des raisons financières, avec un deuxième élément qui est arrivé aussi dans l'actualité, je trouve aussi peu commenté, qui vient montrer le choix qu'a fait Emmanuel Macron. C'est le conseil d'administration de Total Energy qui a proposé d'augmenter de 15% les revenus du PDG. Et donc il nous dit, pour cette entreprise qui a fait des milliards de bénéfices, pas seulement dans la crise, mais grâce à la crise, en profiteur de crise, que les salariés payaient tous les jours, eh bien, Emmanuel Macron ne s'est pas dit que s'il y avait ce problème de déficit, il fallait aller chercher le financement là où des bénéfices ont été faits,
là où il y a de l'argent et pas là où des millions de salariés, et c'est là que la cassure s'est faite, des millions de salariés qui, avec la crise du Covid, qu'on a applaudi, on pensait même que plus personne ne pourrait regarder tous ces premiers de corvée comme avant. On les a applaudis, ils ont tenu le pays. Et c'est eux qui doivent payer de 2 ans de leur vie, des meilleures années de leur retraite. Ils doivent payer alors que ailleurs, ces bénéfices sont faits et qu'il y a les moyens. Parce qu'il y aura un déficit évalué à 13 milliards pour 2030, c'est pas l'urgence. Eh bien, ce déficit, au lieu d'élargir l'assiette, de faire payer ceux qui ne payent pas le capital, au lieu d'augmenter des cotisations, parce que c'est aussi une solution, parce qu'il faut que ce soit toujours et encore des retraites par répartition, eh bien, ils ont choisi autre chose. Alors c'est historique parce que, oui, le mouvement social a donné de l'air à la gauche, à l'ensemble des partis de gauche qui sont plutôt cornérisés aujourd'hui. Et le mouvement social, il a donné cette énergie parce qu'il a su s'unir. Et il a pu s'unir parce qu'il s'est concentré sur ce qui rassemble. Et je veux ici saluer, parce que ça n'a pas toujours été le cas, la conscience, la détermination des 2 principaux responsables syndicaux de ce pays, que sont Philippe Martinez et Laurent Berger. Parce que cette unité-là, elle rassemble en profondeur le peuple. On peut rassembler la gauche et être sur une position minoritaire, mais reprendre pied dans toutes les nuances du peuple de gauche, qui est beaucoup plus large que les partis qui sont aujourd'hui là pour les représenter. Cette unité profonde qui peut s'exprimer par ces syndicats en se mettant d'accord sur un mot d'ordre. Et c'est comme cela que l'on gagne. Et c'est comme cela qu'on a toujours gagné. Le mot d'ordre, c'est le retrait de cette réforme. Et il faut rester jusqu'au bout ensemble sur ce mot d'ordre, qui est le retrait de cette réforme. Et ça doit passer, oui, par la mobilisation sociale qui va continuer, mais qui prendra de l'air par des initiatives politiques. Il y a la motion de censure. C'est pas joué. Ils n'ont pas fait voter la réforme à l'Assemblée nationale. Au Sénat, ils ont utilisé 3 artifices. Un article 38 du règlement du Sénat, avec la droite qui est majoritaire au Sénat, pour nous faire tomber plus de 1000 amendements. Ils ont utilisé à la fin le vote bloqué pour qu'on ne discute d'aucun amendement et qu'il soit juste lu et sans voter, pour voter en bloc à la fin. Ils ont essayé d'empêcher ce débat et en utilisant tous ces artifices, ils ont créé l'insincérité de la délibération du Parlement que le Conseil constitutionnel pourra saisir pour mettre en difficulté cette loi, voire la contester. Et puis il y a ce qui peut nous donner de l'air pour continuer la mobilisation et politique et sociale. C'est la motion, pas la motion, mais le référendum d'initiative populaire qu'avec 251 parlementaires, nous avons déposé avant-hier. Et ce référendum d'initiative populaire, s'il est validé par le Conseil constitutionnel dans les jours qui viennent, avant la promulgation de la loi, gèle la loi et son application pendant 9 mois. Et pendant 9 mois, nous pourrons rassembler les 4 millions de signatures pour faire qu'il y ait le peuple et la parole là-dessus. Et on sait quel sera le résultat si le peuple avait la parole. Majoritairement, cette réforme serait rejetée. Alors, continuons dans l'unité, à l'image du mouvement social qui a su s'unir sur un mot d'ordre qui rassemble, et ça donnera de l'air à la gauche pour être une perspective, parce que je veux conclure là-dessus. Ce qui a toujours donné de l'air au mouvement social en retour, c'est le fait qu'il y avait une perspective politique. Et ce sur quoi a compté Macron et compte encore, c'est sur la résignation
sur le fait que ouais, c'est un moment difficile à passer, mais que derrière ce sera digéré. Or, pour la première fois depuis longtemps, on sent que la confiance se reprend et ça doit se traduire ensuite en perspective politique. Mais pour que la gauche soit la perspective politique et pas le Rassemblement national, il faudra qu'elle sache s'unir sur l'ensemble de ses nuances, dans sa centralité, et je pense que le mouvement social le permet maintenant. Merci beaucoup David Assouline. Maintenant c'est à Camille Nager pour le Parti communiste français, conseillère de Paris et élue du 19e aussi. Merci aux militantes et aux militants qui ont organisé ce meeting. Nous nous retrouvons alors que nous vivons un moment de crise politique profonde où tout peut advenir. Depuis ces dernières semaines, nous avons beaucoup marché, nous nous sommes beaucoup mobilisés, nous sommes passés par toutes les émotions. Mais l'une m'anime encore aujourd'hui, c'est la satisfaction d'avoir réussi à pousser le gouvernement dans ses retranchements en l'obligeant au 49-3. Alors qu'on nous disait vaincus, nous avons vaincu la résignation. Le pouvoir macroniste, dans l'impasse, vacille, sans majorité populaire, sans majorité politique. Il a donc fait le choix de la brutalité la plus décomplexée. La brutalité politique, on l'a dit, avec l'usage du 49.3 pour quand même la 11e fois depuis le seul début de ce quinquennat. En 10 mois, 11 49.3 en 10 mois, ça fait un 49.3 tous les 28 jours. C'est un véritable bras d'honneur. Un bras d'honneur au Parlement, un bras d'honneur aux institutions, mais aussi et surtout un bras d'honneur au peuple, qui est massivement favorable au retrait de cette réforme des retraites qui est injuste et injustifiée. Le gouvernement, c'est aussi la brutalité physique, avec la répression policière qui s'abat aveuglément sur celles et ceux qui sont descendus dans les rues des villes de France pour exprimer leur colère contre et le refus de ce coup de force. Mais ce n'est pas terminé. Elles et ils sont fébriles. Depuis quelques jours, les représentants de la majorité se relaient sur les plateaux télé pour nous intimer l'ordre de condamner les violences. Mais elle est où la violence ? Est-ce qu'elle est du côté de celles et ceux qui veulent nous voler nos 2 années de vie, les 2 plus belles années de retraite ? Ou bien est-ce qu'elle est du côté de la police, de la préfecture qui réquisitionne les camions poubelles, qui attaque, qui matraque, qui humilie celles et ceux qui manifestent, celles et ceux qui protestent pour défendre leur retraite. Et nous apportons bien sûr tout notre soutien à celles et ceux qui ont subi la répression policière. La violence, c'est cette réforme. C'est une violence contre les femmes, contre les quartiers populaires, et bien sûr, a fortiori, contre les femmes des quartiers populaires, comme dans le 19e. Elles qui occupent souvent les métiers les plus difficiles. N'oublions pas que la France compte plus de 2 millions de travailleurs et de travailleuses pauvres. Et parmi eux, 70% sont des femmes. Et pour ces métiers difficiles, pour ces travailleurs et ces travailleuses pauvres, c'est quoi la promesse ? La promesse, c'est de finir sa carrière avec une inaptitude professionnelle. La promesse, c'est des années de chômage avant la retraite. Et d'ailleurs, l'écart salarial entre les femmes et les hommes s'aggrave à la retraite. En activité, il est de 39%. À la retraite, il passe à plus de 67%. Mais ce mouvement, toutes les luttes sociales, s'il trouve un écho aussi fort partout, dans tous les milieux sociaux, à tous les âges, c'est puisqu'il y a beaucoup de souffrance dans le travail. Et ce n'est pas que les gens ne veulent pas travailler, c'est qu'ils ne veulent plus travailler. Dans ces conditions-là, ils ne veulent plus travailler dans la souffrance. La France est le premier pays de l'Union européenne en termes de mort au travail. Et la brutalité du pouvoir, elle se poursuit dans les entreprises avec ces nouvelles politiques de management néolibéraux qui brutalisent, qui déshumanisent, qui individualisent les salariés. Et cela concerne tous les secteurs, les associations, les entreprises publiques, les entreprises privées, qu'elles soient petites ou grandes. Toutes et tous les travailleurs que l'on rencontre, que l'on écoute témoigner, ils nous le disent, nous n'avons plus les moyens de faire nos métiers, nous ne pouvons plus travailler dans de bonnes conditions. Et ce mouvement social, c'est aussi l'expression de cette souffrance
Cela témoigne de l'aspiration populaire à repenser la place du travail dans la vie. Nous revendiquons le droit de travailler moins sur la vie, travailler moins sur la semaine, travailler moins sur l'année. Et la violence, c'est aussi celle effectivement de ce PDG, Patrick Pouyanné, qui gagne 500 000 € par mois et qui vient nous expliquer dans les colonnes du Parisien que nous devons travailler plus, qu'il faut travailler plus longtemps, qu'il n'y a pas d'argent, alors que dans le même temps, il s'augmente son salaire de 500 000 € de 10% en plus par mois. C'est insupportable. Et la violence, la brutalité, elle est là, elle est de ce côté-là. Elle n'est pas du côté des manifestants, elle n'est pas du côté de celles et ceux qui protestent contre la réforme des retraites. Avec les organisations syndicales, avec la gauche écologique, sociale, démocratique réunie au sein de la NUPES, les communistes ont été, restent et resteront au rendez-vous de 3 défis qui s'ouvrent devant nous. Le défi de la mobilisation sociale. Pour gagner, nous avons besoin de renforts de celles et ceux qui sont d'accord que cette réforme doit être retirée, mais qui n'ont pas encore passé le cap de descendre dans la rue ou bien d'être en grève. Dans les halls d'immeubles, au pied des immeubles, dans le quartier populaire, dans le 19e arrondissement, sur les marchés, auprès de nos proches, nos familles, nos amis, nos voisins, nos voisines. Il faut le dire, il faut aller convaincre que tout est possible, que le retrait est possible. Soyons très nombreuses et nombreux, jeudi prochain, le 23 mars, pour que cette journée soit une marée humaine pour le retrait de la réforme des retraites et contre le coup de force antidémocratique de Macron. Et le défi, c'est aussi celui du maintien et de la consolidation de notre unité politique et syndicale face au pouvoir. C'est notre trésor le plus précieux, c'est notre atout majeur dans les luttes que nous menons. Une intersyndicale, une unité politique, et je me réjouis qu'aujourd'hui, sur cette même scène, nous puissions, de Olivier Besancenot à David Assouline, parler toutes et tous d'une même voix pour porter l'exigence du retrait de cette réforme. Enfin, un autre défi, sous-jacent, mais non moins important, est celui du refus de toute tentative de récupération par l'extrême droite. On entend bien la petite musique dans certains médias et des sondeurs qui nous expliquent que la partie est déjà jouée, que les grands vainqueurs du mouvement social sont de ce côté-là. Il faut le dire et le redire partout où nous aurons la parole. Les députés du Rassemblement national n'ont rien fait contre cette réforme. Ils ont été le petit doigt sur la couture du pantalon, les bons élèves du respect des bonnes manières envers le gouvernement et l'Assemblée nationale. Ils n'ont su proposer aux femmes, premières victimes de cette réforme, que d'être des ventres pour se sauver et pour réussir à avoir une retraite digne. Ils sont les premiers à encourager la répression du mouvement syndical. Et je salue le travail des parlementaires qui ont tenu bon sur les bancs de l'Assemblée et du Sénat pour batailler contre cette réforme. Mais nous le savons, la victoire maintenant, elle viendra de nous. Elle viendra de la rue, elle viendra de la grève. La lutte est dure, la grève est dure, surtout dans ce contexte économique avec une inflation qui explose. Les salariés grévistes font des sacrifices. Ils prennent sur eux, sur leur vie quotidienne, sur leur famille. Alors soutenons-les. Il y a des caisses de grève, des enseignants, des caisses de grève un peu partout ici. Je vous invite à y contribuer et soyons très nombreuses et nombreux dans la rue ce jeudi. Merci beaucoup Camille. Et du coup, maintenant, c'est à Luc Lejeune, syndicaliste CGT pour les éboueurs. Voilà, les éboueurs en première ligne. Bonjour tout le monde et merci d'être présent en force sur cette place de Stalingrad. Voilà, je vais vous parler de la lutte des éboueurs. Les invisibles sont visibles. Voilà, donc, en plus, à l'heure actuelle, les éboueurs sont toujours avec leurs camarades égoutiers de l'énergie, sont toujours en train de bloquer leur lieu de travail sur Paris et la région parisienne. Donc ça veut dire que toutes les 10 rues à l'heure actuelle sont bloquées, même s'il y a réquisition du gouvernement. Madame Hidalgo, au maire de Paris, a refusé de cette réquisition-là. Mais elle a été obligée de donner une liste de 4000 éboueurs
à la préfecture. La préfecture est venue vendredi dernier dans les garages, mais ça n'a pas vraiment fonctionné, puisqu'à l'heure actuelle, il y a toujours 10 000 tonnes de poubelles à Paris. Je n'ai jamais vu ça dans ma carrière. Et les éboueurs sont très joueurs. Hein, et il y en a certains parmi nous qui le savent très bien. Voilà, donc on joue, on va gagner. La seule solution que le gouvernement a à l'heure actuelle, c'est tout simplement de nous appeler, on arrive avec des bennes, et son projet, on le met à la poubelle. Voilà, c'est la seule chose que l'on fait à l'heure actuelle. Donc on va tenir le maximum. Là, pour l'instant, on n'a pas battu notre propre record de la tenue d'une tirue. Le record de mon syndicat a été de 23 jours. Hein, mais on n'avait pas vu autant de poubelles dans les rues. Voilà. Donc, le soutien est important. Les copains, je vais vous dire un truc. C'est tout simplement un égoutier ou un éboueur par rapport à l'ensemble des salariés de France, 17 ans de moins de vie après la retraite. Je vois énormément de collègues mourir avant d'arriver à la retraite. On ne veut pas ça. La retraite à 64 ans, on n'en veut pas. Le 49.3, on n'en veut pas. On va continuer le combat et on va gagner. Et c'est la seule solution que l'on a, c'est de bouger, de faire le nécessaire. Les invisibles, que lorsque pendant la période du Covid, on nous applaudissait, tous les soirs à certaines heures, les infirmières, les éboueurs, les caissières, tous ceux qui étaient en première ligne. Et ça, non. C'est bien gentil, mais on veut quand même vivre de notre retraite dans de bonnes conditions physiques et monétaires. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller à 64 ans, mais il faut aussi demander des augmentations de salaire et non des primes. Voilà. Les primes ne servent à rien. À l'heure actuelle, il y a des négociations qui se déroulent un peu partout en France pour demander le retrait de la retraite à 64 ans et des salaires décents pour le personnel. Voilà. On n'est pas des collaborateurs comme beaucoup disent dans les journaux. Moi, je suis simple salarié, et voire même à la retraite depuis un petit certain temps, mais je suis toujours avec mes collègues éboueurs, puisque pratiquement, lorsque je peux y aller, je vais voir mes copains sur la tirue d'Ivry, et il y a eu beaucoup de monde. La répression a eu lieu vendredi, jeudi, des personnels du privé ont été matraqués, gazés. Les chauffeurs de bennes de la mairie de Paris ont été matraqués, gazés par le gouvernement, parce qu'il n'a que ça en tête, c'est la répression. Donc là, les éboueurs ne lâcheront pas. Et j'espère qu'on va continuer le maximum de temps à tenir nos tirues. Bon, vous voyez, nous excuser, mais s'il y a un peu, vous faites connaissance un peu avec le métier, c'est que dans ces conditions-là qu'on voit que les éboueurs et les invisibles sont utiles à la vie de tous les jours pour rendre votre ville propre. Voilà. Merci beaucoup. On peut les applaudir, les éboueurs. Je vous laisse un peu chanter, applaudir, parce que ça fait du bien aussi, en plus le soleil est revenu. Résistance, 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 résistance. Et du coup, notre dernière intervenante. Une bonne nouvelle qui n'a pas encore été annoncée par les orateurs précédents. Le directeur de cabinet d'Elisabeth Borne a décidé de se consacrer davantage à sa vie de famille. Les rats commencent à quitter le navire car ils sentent que le navire est en train de sombrer. Donc merci aux camarades éboueurs, merci aux égoutiers, merci aux agents d'EDF, merci aux raffineurs, merci aux dockers qui ont créé cette situation, qui ont osé défier le despote qui veut nous entraîner vers une catastrophe.
Merci aussi à nos deux vaillantes députées du 19e, Daniel et Sarah. Et merci à tout le groupe des Insoumis qui a empêché la validation à l'Assemblée nationale. Merci aux députés insoumis qui sont allés sur les piquets, qui se sont fait gazer. Mathilde Panot, Louis Boyard, merci à eux. Merci aux militants de France Insoumise qui ont diffusé partout. Pour le retrait, on bloque tout, on bloque tout. Merci à nous tous qui avons usé de notre droit de résistance à l'oppression, de notre droit à la résistance aux despotes qui nous emmènent au pillage de nos fonds sociaux, de nos fonds publics, qui nous emmènent à l'économie de guerre en prévoyant de consacrer sur les 7 ans à venir 413 milliards pour les budgets de la défense, pour engraisser encore plus les marchands d'armes, engraisser encore plus le CAC 40. Nous, les militants politiques, nous ne sommes pas en position d'organiser directement la grève, mais nous pouvons prendre des initiatives. Notre parti a décidé de mettre en place, à travers son journal Information ouvrière, un fil d'information pour relayer heure par heure tous les blocages, toutes les grèves, pour que chacun se sente en commun avec tous les autres qui bloquent. Depuis jeudi soir, nous sommes ensevelis sous les messages qui disent que lundi, la grève non seulement va se maintenir partout, mais va redoubler. Des secteurs comme Michelin, comme Amazon, comme toute une série d'entreprises privées seront en grève lundi pour arracher les retraits. Il n'y a que la grève qui pourra arracher le retrait. Je termine parce qu'on me fait signe. Les damnés de la terre sont debout. Ils ne sont pas prêts d'aller se recoucher. Ils n'attendront pas que le monarque accouche dans 9 mois d'un éventuel référendum. Ils sont là, ils veulent le retrait maintenant, tout de suite, cette semaine, et nous l'aurons. Merci Michel. Vas-y, un petit coup, vas-y. Nous on est là. Je vais demander à tous les intervenants, toutes les intervenantes de me rejoindre, parce que c'est l'unité, ça a été dit, on a été tous et toutes ensemble. On est à peu près 500 sur la place aujourd'hui, je pense qu'on peut s'applaudir, parce que c'était pas facile, parce qu'on a organisé un peu à la schnock ce meeting, je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, ça montre qu'elle est au 19e, il est comme on l'aime, il est fort, il répond présent, et surtout il continuera à se battre contre cette réforme des retraites qui est injuste et qui va particulièrement nous toucher ici. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la gagner. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la regagner. À retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la regagner. Bravo à toutes et tous. Et poursuivez la mobilisation toute la semaine qui vient, on compte sur vous. Merci à vous. Une censure transpartisane à l'Assemblée, c'est important que tout le monde puisse suivre ce moment-là. Jeudi, c'est la grosse guerre, c'est la grosse journée de manif et de blocage. Tout le monde dans la rue. J'ai pas forcément l'heure à laquelle c'est ni où c'est, mais ce sera sûrement 14h République comme d'hab. Mais voilà, le but c'est que tout le monde continue à rester en mouvement, ça a été dit, il y a plusieurs caisses de grève, il y a celles des enseignants qui sont sur la place avec nous, on lâche rien, il faut continuer, il faut donner, parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui font le choix de se priver d'un salaire dont ils ont besoin pour mener cette lutte pour tout le monde. Donc voilà, merci à tout le monde, vous pouvez continuer à aller voir le stand des différentes organisations politiques, comme je l'ai dit en introduction, il y a à boire, il y a à manger, et on a encore 1 heure sur la place avant que les flics nous dégagent. Voilà, merci beaucoup à tout le monde.